À chaque journée de la finance intégrale, à savoir depuis 3 ans, nous mesurons combien la technologie évolue à grande vitesse. En 2022, à l'occasion d'une table ronde qui avait été animée par le père Eric Salobir, qui est le président de la Human Technology Foundation, nous réfléchissions sur les critères éthiques pour l'investissement financier dans les nouvelles technologies. L'an dernier, en 2023, émergeait sur le marché des nouvelles technologies ChatGPT, intelligence artificielle générative. Tout le monde s'interrogeait, et s'interroge encore d'ailleurs, sur les impacts de l'intelligence artificielle générative. Quelle transformation de l'économie, quelle transformation de la société, quelle transformation de la vie intellectuelle, de l'éducation, quelle transformation de la vie ordinaire, de la vie même domestique, cette technologie, nouvelle technologie, allait produire. Cette année, alors que ChatGPT, Mistral ou autres mettent sur le marché grand public l'intelligence artificielle générative, nous sommes appelés à mieux comprendre de quoi il s'agit et quel est le sens de cette technologie. C'est pourquoi, pour nous en parler, nous avons invité Étienne de Rocchigny, que j'invite à monter sur scène. Alors, qui est Étienne de Rocchigny ? Alors, j'ai interrogé Mistral. Alors, Mistral dit, c'est la première réponse, faisait de vous un évêque et un homme d'État français du XIXe siècle. Pas mal. En fait, je vais faire un coming out ce soir. C'est vrai. Et en affinant la question, bien, la réponse est devenue meilleure, même s'il y a des erreurs quand même qui perdurent dans votre cursus, en particulier académique. Donc Étienne, vous êtes mathématicien, entrepreneur, mais aussi professeur, chercheur. Vous êtes le fondateur de Blaise Pascal Advisors, qui est un cabinet de conseil, d'accompagnement des entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Vous êtes aussi administrateur de société, vous avez tellement de dynamisme, vous faites plein de choses. Administrateur de société, expert auprès d'organisations européennes. Vous êtes aussi le fondateur d'un think tank qui s'appelle Espérance et Algorithmes. Ça donne un petit peu d'orientation. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le sens de l'IA » à l'école de Pascal, donc de Blaise Pascal, entrepreneur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de l'intelligence artificielle, de son sens, en portant votre regard sur cette intelligence artificielle, votre regard de scientifique, votre regard d'entrepreneur et votre regard de chrétien. Nous nous réjouissons de vous écouter. À vous la parole. Merci beaucoup, mon père. Alors, je signale tout de suite que vous allez participer dans la salle, donc il faut qu'il y ait un micro qui puisse circuler. Car la quête de sens est une affaire de conversation, je pense qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors je suis très content de venir ici, je ne suis pas investisseur, mais je pense que l'argent et les algorithmes sont cousins, car tous les deux sont de bien mauvais maîtres, mais pourraient, si on y travaille, devenir de bons serviteurs. Et on verra qu'il y a un certain nombre d'analogies entre une certaine puissance financière et puissance algorithmique. Et donc, pour méditer sur le sens, qui, vous le verrez, est selon moi la question la plus importante par rapport à une telle provocation anthropologique, qui aujourd'hui est devenue très commune, même si elle existe depuis très longtemps, la question c'est qu'allons-nous faire ? Et pour commencer, je vais donc vous poser une question. Je ne sais pas si le micro est disponible dans la salle. Alors voilà, la situation est la suivante. Vous êtes un leader de la technologie, vous avez fait des contributions brillantes, à la fois, voilà, vous avez développé des IA incroyables, vous avez même fait des papiers mathématiques là-dessus, même vous êtes un peu penseur, on vous pose des questions sur
un peu philosophique, anthropologique. Et puis, vous avez un peu d'argent, mais surtout, vous avez des amis qui ont beaucoup d'argent, un peu comme les gens ici. Voilà, vous avez des copains dans les fonds d'investissement. Et il y a un dérèglement climatique. Et il ne vous reste que quelques mois à vivre. Votre santé est extrêmement fragile, vous n'avez que quelques mois à vivre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Qui veut répondre? Est-ce que vous allez financer des centrales solaires? Est-ce que vous allez écrire un bouquin, faire une retraite à les communautés Saint-Martin? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Quelqu'un veut répondre? À quoi allez-vous donner la fin de votre vie? Vous qui avez tant de talent, hein, vous maîtrisez l'IA, vous avez le levier financier, qu'est-ce que vous faites? On ne change rien. Première réponse. Mes amis, ma famille. Mes amis, ma famille, voilà. Peut-être même je vais faire un tour du monde pour voir plein de gens que j'aime. Ok, deuxième réponse. Troisième réponse. Personne ne veut construire quelque chose pour le bien commun, j'ai l'impression. Enfin, sauf bien sûr, entretenir les relations proches. Quelqu'un? Je réfléchis où je mets ma fortune, mais vous mourrez dans quelques mois, donc il faut accélérer un peu la réflexion et closer la décision d'investissement. Donc voilà une première question. Voilà une dernière contribution. J'essaye de transmettre mon savoir. Je vais être enseignant, je vais monter une chaire, je vais faire des choses comme ça. Ok, bon. Alors maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Vous êtes dans la même situation. Quel est votre pire cauchemar, vous qui avez été un des acteurs de l'IA et de la finance? Quel est votre pire cauchemar? Quel est ce dont vous auriez honte au dernier jour de votre vie? Les jeunes deviennent idiots, l'empire de l'idiotie. Ma famille est désunie. Ma famille est désunie, ok. L'IA au service d'une guerre mondiale. Donc vous voyez que là, vous avez déjà 3 questions qui se posent. Dans quelle mesure est-ce que l'IA va, d'une certaine manière, préserver ou au contraire détruire les relations humaines, en particulier la cellule familiale? Dans quelle mesure est-ce qu'on a des outils massifs et scalables d'aggravation des guerres, même de provocation des guerres, par une intensification de dialogues qui deviennent naturellement agressifs pour des raisons algorithmiques? Vous voyez, vous avez tout de suite des tensions. Alors vous voyez, ces 2 questions-là, ce sont des questions fondamentales. C'est des questions que je me suis posées moi parce que j'ai participé à au moins une trentaine d'aventures algorithmiques, dont certaines ont fait faillite, d'autres, pour l'instant, ont levé beaucoup d'argent et semblent avoir de la valeur. Et en fait, ces 2 questions, nous avons une personne très influente qui y a répondu de manière magistrale il y a 3 siècles. Et je pense que son exemple est intéressant pour essayer de forger une réponse sensée. Cette personne s'appelle Blaise Pascal. En 1662, il n'a plus que quelques mois à vivre. Il a en quelque sorte la médaille Turing, la médaille Fields. Il est très connu comme scientifique. Il est déjà prix Nobel de littérature avec les provinciales. Il a des copains à Port-Royal qui ressemblent un peu à Procléro, qui ont beaucoup d'argent autour des communautés religieuses. C'est également un ingénieur de talent. C'est le premier à avoir construit la première machine qui s'appelle la Pascaline, qui est l'ancêtre des ordinateurs. Eh bien, Pascal va faire ceci. Il va tout abandonner, investir la totalité de sa fortune et l'essentiel de son temps pour construire une licorne au service du bien commun qui s'appelle le carrosse à 5 sous, qui est une sorte de préfiguration du Blablacar des carrosses. Une affaire hautement scalable, parce qu'il l'a prévu en faisant investir les fournisseurs et pas lui. Il va faire de la data sur les lieux de passage à Paris, optimiser, c'est un bon matheux, c'est lui qui a inventé les probabilités, il va optimiser la durée de passage, la fréquence de passage des machines, il va travailler sur le tarif, et il va construire une entreprise incroyable qui va se développer à une vitesse incroyable, comme toute plateforme, parce qu'il n'a pas à investir, il fait investir les copains, et à tel point que ça va même se déplacer à Lyon, à Amsterdam, etc.
Et pourquoi est-ce qu'il fait ça, Pascal? Parce que comme nous, il a un désordre climatique. Il y a eu un hiver terrible en 1661-1662 à Blois. Il est entouré de gens qui sont dans la famine. Il dit, les nobles ne font rien, l'Église ne fait rien. Moi, j'ai un talent, j'ai besoin de gagner le plus d'argent possible. Et il va d'ailleurs faire des retraits en compte courant d'associés négatifs. Je ne suis pas sûr que ça passerait dans le guide de la finance éthique. Et les copains vont lui dire, mais écoute, la start-up est un peu fragile, ça fait 2 mois qu'elle est montée. Il dit, écoute, les gens sont en train de mourir maintenant, j'ai besoin du cash tout de suite. Et donc, il va tirer un certain nombre de bénéfices et il va même céder les actions. Il aurait voulu d'ailleurs céder 100% des actions au Secours catholique de l'époque. Il va être rattrapé par les notaires qui lui disent, écoute, tu as un neveu, tu es obligé de diviser tes parts. Donc, voilà ce que fait Pascal. Plutôt que de terminer les pensées, plutôt que d'inventer des nouveaux théorèmes, plutôt que d'enseigner, de voir sa famille, il va corps et âme et fortune investir dans l'aventure tech entrepreneuriale. Voilà quelque chose qui nous dit finalement peut-être une vocation. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la vocation de l'entrepreneur. Bien voilà, la vocation du tech entrepreneur. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de Pascal. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite évidemment à lire ce livre dans lequel vous aurez toute l'histoire, mais aussi finalement comment méditer sur un sens à donner à l'aventure entrepreneuriale. Et ce sujet est devenu d'ailleurs mon métier. Mon métier avec mon cabinet, c'est d'aider des entrepreneurs à aller au bout de leur ambition en mettant l'intelligence artificielle au service d'une véritable raison d'être technologique et en allant chercher vraiment ce qui va servir sans asservir la personne humaine. Et il y a beaucoup de travail, car la question du sens est une question piégée. Et je vais commencer à vous donner 2 premiers pièges, qui sont des pièges généraux face à la technologie, puis ensuite on rentrera dans le cas particulier de l'intelligence artificielle. Le premier piège, on en lit quelque chose dans le livre de la Genèse, la tour de Babel, et voici que les personnes s'assemblent, ils construisent, ils font un premier étage, ça marche, ils rajoutent un 2e étage, un 3e étage, on va chercher du bitume, hydrocarbures non renouvelables, pour cimenter les étages, et on monte et on fait 100 étages, 1000, et on va jusqu'où sky is the limit, viens ici, on a une start-up incroyable, on va aller jusqu'au ciel. Et la tour de Babel va s'effondrer. L'aventure de la tech pour la tech, la fascination pour la construction autoréférencée mène nulle part. Et j'y vois un peu un lien avec une des tentations décrites dans la vocation de l'investisseur, la finance autoréférencée, la tech autoréférencée va dans le mur. Alors la Genèse ne dit pas si les gens ont été à court de cash, ou si les data scientists de leur entreprise ont fui, parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils construisaient une tour qui allait nulle part. Moi, j'ai vécu les 2 choses dans les entreprises en faillite. Les gens qui ne trouvaient pas de sens, les data scientists sont partis. On a court de cash, on n'a pas réussi. Voilà. Donc, la Bible ne dit pas comment, mais enfin, voilà, elle nous avertit sur un premier risque qui est une aventure de la tech pour la tech, sans finalité. Et alors, ce serait un peu pusillanime de s'arrêter à ce premier piège. Et il y en a un deuxième tout aussi important, manifesté plusieurs fois dans l'histoire, et en particulier avec la crise des ludites, ces personnes qui ont vu le métier à tisser, industrialisé, et voilà quelque chose qui va nous piquer nos emplois, et c'est pas possible, on va les brûler, les casser, etc. Et l'histoire économique est assez peu tendre. Tous ceux qui ont refusé l'innovation ont perdu leur job. Les premiers tisserands qui ont adopté ça et qui ont essayé de voir comment faire changer leur métier, non seulement on garde des emplois, mais en général, on construit des nouveaux emplois. Si cette histoire vous passionne, je vous invite à lire un vieux livre d'un camarade polytechnicien, Alfred Sauvy, L'homme, la machine et le chômage, 1986, mais qui a gardé beaucoup d'actualité et qui va lire toute l'histoire des chocs d'automatisation. Et à chaque fois, un débat entre ceux qui disent c'est la fin du travail, etc. Et évidemment, si vous allez voir Malthus et vous lui dites, écoute, il n'y a pas de problème parce que les gens qui ne travaillent plus dans les champs, demain, ils vont travailler dans une entreprise qui diffuse des trombinoscopes. Je pense que Malthus vous aurait rigolé au nez. Il ne pouvait pas imaginer que 3 siècles plus tard, la plus grande entreprise employeuse mondiale, enfin l'une des plus grandes, serait Meta, sur évidemment des besoins qui n'existent pas. Et donc, l'histoire économique, en tout cas jusqu'à présent, montre qu'il y a une créativité incroyable pour inventer des nouveaux métiers. Alors, on ne sait pas aujourd'hui, évidemment, où nous mènera l'IA, mais évidemment, il va falloir naviguer entre ces 2 périls, la tech pour la tech et le déni, qui évidemment est extrêmement dangereux, non seulement en termes concurrentiels, mais vis-à-vis même de vos clients, car qui êtes-vous pour priver vos clients de plus d'efficacité grâce aux algorithmes? Donc il va falloir naviguer entre ces 2 pièges qui sont généraux sur la technologie. Alors si on rentre ensuite un peu plus en détail sur le discernement sur l'IA,
Peut-être d'abord, il faut ouvrir un peu le capot. Et là, on tombe sur un grand mystère en termes scientifiques, c'est l'incroyable, la déraisonnable efficacité des probabilités. La déraisonnable efficacité des probabilités, que sont ces machines d'OpenAI ou d'ailleurs des intelligences artificielles classiques que moi j'ai déployées dans plein de business, dans l'agriculture, la comptabilité, etc. Sinon, d'énormes machines probabilistes récurrentes, probabilistes et récurrence, deux choses que Pascal a inventées, et qui sont une épistémologie très frustre. En fait, quand vous faites des probabilités, vous ne comprenez rien. Et donc, pendant des années, évidemment, on a construit des traducteurs automatiques de langue qui étaient fondés sur une analyse sémantique extrêmement structurée du langage, et tout ça a pris une claque violente et a perdu définitivement, ou en tout cas, jusqu'à présent, la partie contre des machines probabilistes, bêtes et méchantes. J'entraîne sur des régularités, je prévois des régularités, mais je mets tellement de calculs que j'arrive à imiter le réel. Et voilà une grande interrogation aujourd'hui encore. Comment se fait-il que ces machines probabilistes soient aussi efficaces? Et d'ailleurs, ça c'est un premier point de vue scientifique. Moi, pendant 20 ans, j'ai enseigné la modélisation statistique à l'ancienne. Dans la modélisation statistique à l'ancienne, on est obsédé par la parcimonie d'un modèle. Il faut chercher le modèle le plus simple qui explique le réel et qui permet de parier dans l'incertitude, parce que toute complexité supplémentaire est source de risque. Toute paramétrisation excessive conduit à des hallucinations. Et donc la grande théorie de la statistique, c'était celle de la compréhension et de la parcimonie. Et cette culture-là a été totalement mise sous silence par le rouleau compresseur de l'efficacité probabiliste technologique. Donc nous sommes dans un univers qui a été dominé depuis 20 ans par les computer scientists, qui s'appellent scientists mais qui ne font pas beaucoup d'épistémologie, qui font surtout des choses qui marchent. C'est plutôt des ingénieurs. Et il y a un grand défi aujourd'hui dans l'intelligence artificielle qui est de refaire de la science, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement, quelles sont les mathématiques aléatoires, quelles sont la géométrie des données qui font qu'effectivement, dans certaines conditions, on comprend que ces outils-là fonctionnent. Et ça, évidemment, c'est un sujet qui est passionnant en termes scientifiques, mais qui est également hautement désirable. D'abord, si on travaille sur des risques, moi j'ai longtemps travaillé à EDF sur le risque nucléaire, si vous ne comprenez pas ce que fait l'algorithme, vous n'êtes pas bien. J'ai toujours eu tendance à dire que si vous ne comprenez pas là où le modèle se trompe, c'est que vous n'avez rien compris au modèle, et il est permis d'en douter quand vous prenez des décisions graves. Et donc c'est aussi un enjeu évidemment d'éthique publique, de sûreté, et c'est aussi, bien évidemment, avec un regard plutôt chrétien, finalement, notre vocation, c'est d'être en quête de la vérité et pas simplement de l'efficacité. Donc voilà un premier point sur lequel il faut cheminer, et la situation est également très concrète, puisque, je vais vous raconter une autre histoire entrepreneuriale, une entreprise qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont le métier, c'est de faire de la géotechnique et de vous dire, si vous voulez construire un bâtiment, à combien est-ce qu'il faut forer pour que le bâtiment tienne. Donc ça, c'est un métier historiquement de chantier. Vous déplacez des machines lourdes, coûteuses, polluantes. Avec les aléas du chantier, vous faites des sondages, des analyses, vous envoyez ça au client, vous dites c'est bon, tu peux construire. Et avec le PDG de cette entreprise, il y a 5 ans, on s'est dit mais ça fait 50 ans qu'on fait des trous partout. Et en fait, on a fait en France des trous à peu près partout où on peut construire. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ces données, entraîner des modèles et essayer de faire un peu différemment notre métier? Et la réponse est évidemment très intéressante. On peut diviser par 2, voire par 3, voire par 5 le nombre de forages. Donc autant le carbone, autant la facture. Enfin, on garde une chose pour rémunérer les entrepreneurs et un peu les investisseurs. Et donc voilà, on a aussi, ce qui est peut-être le plus intéressant dans cette aventure, c'est qu'on peut aussi voir ça comme un approfondissement de la connaissance du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à stocker et construire des modèles, et si je regarde les modèles non pas simplement comme des outils efficaces, mais comme une façon d'appréhender le réel, et je regarde où est-ce que les modèles se trompent, alors j'approfondis ma compréhension du monde, j'approfondis la compréhension du sol, et in fine, je suis un meilleur garantisseur de risque. Encore faut-il le vouloir, et voilà un point clé sur lequel, aujourd'hui, il y a peu de gens qui encore ont perçu la valeur d'une compréhension plus profonde de l'intelligence artificielle. Je vais faire un deuxième commentaire sur le sujet du travail. Alors, si vous regardez le sujet du travail, sur LinkedIn, vous allez avoir 90% ou 99% des publications qui vous disent « Écoutez, c'est simple,
grâce à l'intelligence artificielle, on va automatiser les tâches répétitives. Grâce à ça, les personnes vont pouvoir faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et c'est effectivement une tentation très grande. J'ai eu la même quand il y a 10 ans, il y a l'héritier d'une belle boîte de comptabilité, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait beaucoup d'argent, qui dit j'ai envie d'être le premier en France à mettre des algos dans la compta. Et effectivement, je lui ai recruté des data scientists. En 6 mois, on a fait la preuve. En 12 mois, on avait sur le marché un produit moins cher, plus rapide pour faire de la comptabilité, en divisant par 5 le temps passé par les comptables. Et ce produit n'a jamais vu le jour pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des comptables ont dit, mais écoutez, nous ne sommes pas là pour être des modérateurs d'algorithmes. D'ailleurs, on n'y croit pas. D'ailleurs, la profession comptable va refuser. Et d'ailleurs, une machine... Voilà, dans tout un certain nombre de choses. Et en creusant, on a bien sûr la question du sens. Quelle est la raison d'être aujourd'hui d'une entreprise d'expertise comptable à l'heure de l'intelligence artificielle ? En quoi est-ce qu'elle peut finalement servir mieux ses clients, évidemment, en allant chercher les algorithmes et les personnes. Mais il y a un deuxième effet que j'ai compris assez tardivement, c'est qu'en fait, la personne humaine ne supporterait pas de ne plus faire de tâches répétitives. D'ailleurs, si vous allez dans une retraite spirituelle, qu'elle soit zen ou bénédictine, on va vous donner à écosser des haricots. Si vous êtes dans un monastère zen, on va vous faire tirer une flèche sur une botte de foin qui a 2 mètres, donc aucun intérêt technique. On va vous faire psalmodier 7 fois par jour. Et donc, finalement, le geste répétitif est profondément inscrit dans l'activité humaine. Et d'ailleurs, si on regarde maintenant les travaux des neuroscientifiques, on voit assez vite aujourd'hui combien le cerveau va chercher à économiser l'énergie, on dirait la charge mentale dans des termes plus communs, justement en s'appuyant sur une mémoire du cerveau qui est issue d'un apprentissage et qui fonctionne en mode automatique. C'est d'ailleurs une des grandes intuitions de Pascal qui disait « Nous ne sommes pas qu'esprit, nous sommes également automates ». Et donc finalement, priver les personnes de tâches répétitives, c'est créer l'enfer sur le lieu du travail. C'est créer des situations de travail qui sont à stress permanent et on va solliciter en permanence des fonctions cognitives avancées de décision. Et donc voilà un piège sur lequel il faut finalement, et la réponse nous ne l'avons pas encore, construire une automatisation équilibrée, une automatisation qui va permettre de mieux servir, mais sans être dans la caricature qui va conduire des conditions de travail désagréables. Et par ailleurs, et c'est un autre des pièges que j'ai vécu dans le domaine géotechnique, si les personnes ne vont plus jamais sur le terrain pour dépouiller à l'ancienne, comment vont-elles se former au métier de géotechnicien ? Et là encore, il y a une tension sur l'apprentissage des compétences à partir du moment où, sous l'empire de la paresse, on va déléguer de plus en plus à des automates. Troisième point de réflexion sur la question de l'écologie, dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec la tour de Babel. Et évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, le royaume des computer scientists, la force brutale avec les étages de la tour de Babel, en empilant des milliers de milliards ou des dizaines de milliers de milliards de pas mètres, évidemment, ça coûte très cher en termes également d'électricité et donc aussi d'émissions de carbone. Et donc, il y a bien sûr une question de réflexe à avoir pour simplifier les modèles, réduire l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle. Mais peut-être la question la plus importante n'est pas celle-là. La question la plus importante, c'est comment est-ce que ces algorithmes peuvent nous aider à être dans le service de l'écologie intégrale. Et évidemment, les promesses sont énormes. Moi, je suis aussi impliqué dans une affaire qui fait de la décarbonation de bâtiments en associant du photovoltaïque, de la géothermie et une IA qui va en permanence optimiser le chauffage, la ventilation et la climatisation en récupérant les calories issues l'été des climatiseurs, les réinjectant dans le sol et les ressortant l'hiver. Tout ça avec de l'optimisation stochastique. Avec ça, on arrive à diviser par 10 la facture carbone. Et d'ailleurs même, on arrive à changer de business model et à passer du métier d'équipementier chauffagiste à un métier d'exploitant sur 30 ans avec des cash flows garantis. Et on a poussé le modèle jusqu'à prendre des engagements financiers sur la trajectoire carbone. Évidemment, tout ça n'est possible que grâce à des algorithmes. Sans intelligence artificielle, on serait incapable d'avoir la moindre garantie de service sur l'exploitation d'actifs face à une situation énergétique qui est évidemment incertaine et aléatoire.
très incertaine et très aléatoire. Et le métier de l'énergie, c'est gérer l'incertitude et l'aléatoire, gérer la variation de la météo, gérer le comportement des usagers qui n'est jamais celui qui a été prévu par les architectes. Tout ceci ne serait pas possible sans l'intelligence artificielle. Donc il y a évidemment d'énormes bénéfices, et c'est là sans doute qu'il faut investir le plus, tout en travaillant évidemment le sujet de la sobriété. Peut-être un dernier point avant de faire des commentaires plus spirituels. Au fond, si je prends un peu de recul en termes épistémologiques, il y a la question du déterminisme, et il y a une grande tentation aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle à retourner dans une posture déterministe scientiste qui était très forte au temps des Lumières, et parce que finalement, c'est une question qu'on se pose souvent, jusqu'où iront les machines, qui chaque jour font mieux que nous, semble-t-il, un certain nombre de tâches, jusqu'où iront les machines. Et en fait, il y a quand même une vigilance à avoir sur le fait que fondamentalement, les intelligences artificielles sont des modèles qui sont basés sur des régularités du monde, qui reproduisent des régularités de manière probabiliste ou par des règles plus sophistiquées. Et évidemment, si je prends un tout petit peu de recul, il est permis de douter que l'histoire du monde, et de l'économie en particulier, soit uniquement le fait des régularités. Dans la finance, le signe noir de Nassim Taleb a été très célèbre. Constat des règles financières, j'ai été confortable d'imaginer qu'avec une loi gaussienne, je pouvais couvrir tous les aléas. La réalité économique montre que les choses sont non stationnaires et que des signes noirs apparaissent. C'est aussi le cas, bien sûr, du Covid, qui aurait prévu que toute l'économie mondiale soit sous perfusion du fait d'un microscopique animalcule. Et si je remonte d'ailleurs dans l'histoire géologique de la Terre, l'histoire géologique de la Terre est l'affaire de catastrophes. Et donc, il y a quelque part une question, de ce point de vue-là, ou plutôt un fantasme d'un déterminisme qui engloberait toute la réalité du monde. Et d'ailleurs, si je regarde un peu plus en physique théorique, il est permis de douter de ça, parce que quand même, le XXe siècle, c'est l'indétermination d'Heisenberg au plan le plus fondamental, quelque chose qui échappe dans la position et la vitesse de l'électron à la puissance de calcul. Dans le théorème d'incomplétude de Gödel, je vais très vite, mais toutes sortes d'arguments théoriques pour penser qu'au contraire, la raison mathématique n'explique pas tout. Et je crois, et ce sera là une transition avec le point de vue chrétien, je crois que c'est là peut-être, même si le mystère est grand, que nous pouvons loger de manière cohérente le lieu de notre libre arbitre. Et j'aime bien penser que finalement, c'est très incertain, mais il semble que ce qui nous différencie in fine d'une machine, c'est au fond la question de la volonté, la question de la liberté. On a longtemps cru que la créativité était réservée aux personnes humaines. Chaque jour, il est permis d'en douter, enfin en tout cas une certaine forme de créativité. Mais voilà, le libre arbitre, c'est très important. Et évidemment, c'est très important comme chrétien maintenant. Je vais peut-être prendre un regard spirituel. Voilà, il me semble que, et dans Saint-Augustin et bien d'autres, on approfondit ce mystère de la liberté, ce mystère de la liberté de personnes créées libres pour les meilleurs et le pire, à l'image du Seigneur qui nous a créés librement, et appelé justement, et finalement l'intelligence artificielle s'inscrit dans le vaste arc-en-ciel de la création, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et bien sûr, à l'origine, on peut penser que l'IA est dans l'imago Dei. Nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu, et parmi finalement ces artefacts merveilleux, il y a cette capacité incroyable à construire une mathématisation efficace du monde. Mais évidemment, dans le texte de la Genèse, il y a très vite le texte du serpent. Alors c'est assez intéressant de voir que dans certaines traductions, vous voyez que la femme vit que le fruit était désirable car il procurait l'intelligence. Car il procurait l'intelligence, comme si le mirage de l'intelligence toute-puissante était au fond une tentation diabolique, ou peut-être une volonté de puissance. Et ce qui est intéressant quand même là aussi, si vous suivez un peu ce que disent certaines personnes dans la Silicon Valley, Peter Diamandis par exemple, qui est dans le mouvement du transhumanisme, il vous dit que nous allons devenir des dieux. Nous allons devenir comme des dieux, comme le dit exactement le texte du serpent. Non, vous pouvez manger de tout, d'ailleurs vous allez devenir des dieux, vous n'aurez plus besoin du Seigneur. Et donc cette posture-là, finalement transhumaniste, est effectivement, d'une certaine manière, dans la posture de la tentation de l'intelligence toute-puissante. Et évidemment, on a déjà parlé de la tour de Babel, il y a beaucoup d'autres avertissements. Il y a le veau d'or aussi, intéressant dans le veau d'or. Le veau d'or est fait de métal fondu.
Si vous regardez en anglais, vous fabriquez des circuits intégrés avec du silicium en fondant avec des fonderies de silicium. Hein. Et donc, il y a finalement ce tropisme à dire je vais créer une machine à mon image que je vais maîtriser moi-même et avec lequel je vais régner sur le monde. Je vais même définir le bien et le mal. Et évidemment, on est dans un décalage tout à fait profond avec l'appel d'un Dieu tout autre et peut-être même l'appel une mauvaise compréhension de la toute-puissance divine, qui n'est pas la toute-puissance du contrôle et de l'efficacité totale sur la création, qui est plutôt la toute-puissance de l'amour et même peut-être du retrait, toute une spiritualité du retrait dans le sabbat. Et voilà, donc quelle image nous projetons avec, disons, un certain tropisme à voir dans l'intelligence artificielle, un moyen de contrôler le meilleur des mondes. Donc j'ai donné là beaucoup d'arguments pour douter, mais évidemment, je ne résiste pas à citer peut-être le dernier texte vers la fin, vers le temps de l'Apocalypse, qui est notre temps, Matthieu 24, 25, où vous avez la parabole, bien sûr, du bon serviteur et des talents, et juste après, d'ailleurs, les clés pour séparer les brebis et les boucs. Et donc, voilà, j'avais faim, tu ne t'es pas servi des algorithmes pour me donner à manger. J'avais soif, tu ne t'es pas servi des algorithmes pour améliorer les réseaux d'eau dans les régions difficiles. Je ne veux plus te voir. Je mets entre toi et moi une distance infinie, là où il y aura des peurs, des grincements de dents. Donc je pense qu'on peut entendre cet appel, finalement, dans le temps d'Apocalypse qui est le nôtre, à faire un bon usage comme des serviteurs qui n'ont pas peur de ce qui, tout au moins, si on renonce à la toute-puissance, est en fait un talent qui nous est donné. Et donc, d'une certaine manière, il me semble qu'avec un regard chrétien, nous avons à convertir peut-être une volonté de puissance pour passer à une ambition du service. Passer de la volonté de puissance à l'ambition du service avec ces machines incroyables que sont les intelligences artificielles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne Rocchini. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût parce que, à vous écouter, moi j'aurais aimé que ça dure encore 1 heure, 2 heures, tellement c'est intéressant. Vos regards croisés à la fois du scientifique qui connaît ce dont il parle, de l'entrepreneur qui a fait des expériences dans l'accompagnement de projets liés à l'intelligence artificielle et le regard spirituel. C'est quand même une chance inouïe d'avoir ces 3 regards, et certainement encore d'autres, dans la même personne. Donc merci infiniment de votre intervention. On a conscience que c'est un gros sujet, l'intelligence artificielle. On a l'intention, l'année prochaine, d'en faire un sujet majeur, probablement celui de la table ronde du soir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, on le sent dans ce qui a été dit, sur la question de la dignité de la personne humaine et de notre société, de ce que ça implique. Et donc, c'est vraiment des sujets qu'on doit, comme tout homme de bonne volonté, mais qui plus est comme tout chrétien, empoigner. Ce sont des vrais sujets. Et donc, l'année prochaine, on va prendre plus de temps. Merci, Étienne, pour cet avant-goût. Je vais juste dire une chose pour ceux qui veulent approfondir le regard chrétien sur l'IA. Vous pouvez télécharger gratuitement, c'est une sorte de cousin du guide de la finance, vous pouvez télécharger gratuitement ce livre blanc qui s'appelle « Entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir sans asservir ». Voilà, avec des méditations d'évêques et toutes sortes d'exemples entrepreneuriales plus nombreux que ceux que je vous ai donnés. Voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement, je pourrais mettre le lien. C'est peut-être une façon de préparer des réflexions l'année prochaine. Merci, et je crois que votre livre est aussi accessible, je crois. Le livre sur le sens de l'IA, vous pouvez l'acheter là-haut. Là, c'est une réflexion plutôt économique, scientifique et entrepreneuriale, et en dialogue avec la pensée de Pascal. Bonne lecture certainement pour cet été au calme sur le Transat. Blaise Pascal, vous voyez, c'était juste passionnant. On a envie d'aller découvrir le livre. Merci infiniment, Étienne, et certainement à l'année prochaine pour continuer ce sujet. Nous passons maintenant à un autre sujet, même s'il est toujours dans le même registre. Il concerne toujours les nouvelles technologies et il fait aussi partie de ces sujets complexes
est difficile à appréhender. Il s'agit des crypto-monnaies. Et là aussi, nous avons fait appel à un expert reconnu. J'invite Stanislas de Quentin à monter sur scène. Stanislas de Quentin est effectivement un expert reconnu en France dans le domaine des crypto-monnaies. Il est le cofondateur et le président de Stocken, qui est une société de crypto enregistrée auprès de l'AMF comme prestataire de services sur actifs numériques. Après plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain, il a également fondé Blockchain Expert, qui est un organisme de formation. Il fait de la formation sur YouTube en particulier. Il a une communauté de 30 000 abonnés, certainement, pour cette formation. Il a aussi écrit 2 livres, un qui est un guide complet pour investir dans les crypto-monnaies et l'autre sur la finance décentralisée. Stanislas, tu es une des meilleures références, peut-être la meilleure, je ne saurais pas dire, en France sur ces crypto-monnaies. Tu sais que le thème des crypto-monnaies est un thème qui peut diviser. Il y a les pour et il y a les contre. Et nous aimerions ce soir que tu nous partages ton regard sur les crypto-monnaies, que tu nous fasses entrer, et je sais que tu vas le faire de manière pédagogique, dans ce que j'appelle moi le mystère, parce que pour moi c'est un mystère, ces crypto-monnaies, donc de manière pédagogique dans le mystère des crypto-monnaies, donc on t'écoute avec beaucoup d'attention. Merci mon père. Alors effectivement, je vous promets qu'il n'y aura pas de considérations trop techniques. Je vais essayer de vraiment rester le plus clair possible, le plus simple possible. Mon objectif, c'est quand même de vous expliquer ce que sont les cryptos réellement, enfin, selon ce que j'ai pu voir. Ça fait 10 ans que je les étudie de très près. L'idée, ça va être de vous faire rentrer dans cet univers, en fait. C'est vraiment un écosystème passionnant. Le focus est mis sur un certain type, sur certaines choses de ces cryptos, et c'est ce que j'aimerais essayer de vous montrer. Vraiment, je vais vous montrer toutes les différentes étapes, les différents écosystèmes. Je n'ai pas la main sur les slides, donc Edouard, on va regarder d'abord ce que sont réellement les cryptos, parce qu'on a toujours tendance à croire que ce sont des monnaies, ce ne sont pas des monnaies initialement. En fait, ce sont beaucoup d'autres choses avant. On va voir comment, si les cryptos financent le crime organisé. Ce que j'aimerais essayer de prendre un peu toutes les idées qu'on a reçues à travers les médias et à travers les différents canaux, essayer de voir si elles sont valables ou pas. Et en fait, je vais essayer vraiment d'extraire le vrai du faux pour que vous ayez vraiment une idée, en tout cas, qui me semble la plus juste possible. On va voir également si les cryptos représentent un risque systémique pour la finance, qu'on a vu pas mal. En fait, à chaque fois, il y a beaucoup de slides parce que j'ai envie d'appuyer mon propos par des coupures de journaux et puis par des chiffres. Donc, on a aussi donc l'histoire de savoir si les cryptos polluent réellement. On verra s'il est toujours trop tard pour investir, c'est quand même une question intéressante. Et donc, on va essayer d'élargir aussi sur ce que font finalement, comment la finance, entre guillemets, traditionnelle s'accapare cette technologie et les États également. Donc, j'aimerais en fait essayer de vous brosser un panorama des cryptos et pour que, d'ici une demi-heure, vous ayez une meilleure compréhension, en tout cas, de ce que sont réellement les cryptos. Donc, si on commence, effectivement, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que les cryptos, ce sont des associations. Je pense que c'est une image qui est vraiment très bonne pour expliquer ce que sont réellement les cryptos. C'est que ce sont des associations, ce sont des gens sur Internet qui se rassemblent pour rendre un service. Donc, comme les associations traditionnelles, il n'y a vraiment rien de nouveau. Elles s'associent et donc en vue de rendre un service. Le Bitcoin, par exemple, sont des gens qui s'associent, qui se rassemblent pour pour transférer de la valeur entre eux. Donc, il faut savoir que dans ces associations, le service se rend entre les membres de cette association. Donc, le Bitcoin, typiquement, on utilise le token, donc le Bitcoin, qui est ces 3 lignes de code, pour transférer de la valeur entre les membres de cette association. Mais il y a aujourd'hui, il y a 100 000 cryptos recensés. Chacune de ces cryptos, c'est une association. Si tu peux passer... alors,
effectivement, c'est ce que se dit, généralement, c'est ce qu'on peut lire généralement dans les médias, c'est ce qu'on voit très régulièrement. C'est Alexandre de Tarlet, je crois, dans une émission qui était assez classique. Tu vas dans le slide suivant, en fait, il nous dit, voilà, c'est ce qu'il a dit clairement, le Bitcoin, c'est du vent, ça ne repose sur rien. Donc c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement parce que, en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas ou ne savent pas en fait comment ces écosystèmes, ces associations génèrent de la valeur. En fait, elles rendent un service, donc elles créent de la valeur sur Internet, très, très clairement. Transférer de la valeur. Vous avez des associations qui, par exemple, utilisent toute la capacité de stockage des membres de l'association pour se la partager et pour l'utiliser entre ses membres. Donc, ils se rémunèrent avec l'équivalent d'un Bitcoin, qui est un token qui est émis. C'est toujours la même chose. C'est toujours toujours les mêmes concepts. C'est assez simple. Mais si vous voyez si vous comprenez que c'est une association qui a pour objectif de rendre un service, en fait, ces services il n'y a pas de limite, en fait. On peut rendre n'importe quel service à travers ces cryptos. C'est juste un médium d'organisation sur Internet. C'est juste une technologie. Et de ce point de vue-là, finalement, ça n'a pas vraiment c'est ni bien ni mal, en fait, une crypto. C'est juste qu'en ce moment, on met tout le focus sur les projets, sur les cryptos, sur les associations qui rendent des services économiques, financiers. Mais il y a aussi beaucoup d'autres cryptos qui rendent des services qui ne sont pas financiers et qui vont énormément se développer dans le futur. Alors vous voyez, c'est pas nouveau non plus, quand on a une technologie majeure qui est en train d'apparaître. On a souvent eu les médias qui se positionnaient, mais souvent à juste titre aussi, parce qu'il y a beaucoup d'excès. Je dis pas que tout va bien dans les cryptos, loin de là. Je dis juste qu'il y a beaucoup de pas de désinformation, mais souvent on ne prend pas le temps d'expliquer réellement ce qui se passe. Et donc ça fait souvent des idées reçues. Et voilà, ça c'est pour un peu illustrer les associations. Mais si on passe au slide suivant, en fait, on a des projets comme par exemple Constitution DAO. Vous voyez, DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. C'est une crypto, c'est une association, sauf que ce sont des gens qui se sont rassemblés, ils ont mis de l'argent en commun. L'objectif, c'est d'aller racheter la Constitution, l'original de la Constitution des États-Unis. Donc, concrètement, ils mettaient de l'argent en commun, ils recevaient des tokens équivalents d'un Bitcoin, par exemple, qui étaient finalement, c'est une indivision. C'est aussi simple. En fait, les cryptos, elles n'inventent pas grand-chose. Et elles prennent des technologies qui existent déjà, des concepts qui existent déjà, et elles les remettent et elles les mettent au goût d'aujourd'hui. Mais concrètement, on met de l'argent en commun, on reçoit des tokens qui correspondent à la quote-part de l'argent que vous avez mis dans cette indivision. Et donc, on mandate quelqu'un pour aller racheter aux enchères l'original de la Constitution. Alors, ça ne s'est pas fait au dernier moment, mais si cette crypto avait réussi à racheter l'original de la Constitution des États-Unis, il aurait appartenu à cette crypto, à cette association. Et donc, les tokens que les gens détiennent auraient pris de la valeur. C'est comme ça, en fait. Les tokens prennent de la valeur quand le service rendu par l'association est bien rendu. C'est-à-dire, plus il y a de monde, plus l'association grossit, plus il y a de gens qui utilisent le service rendu par l'association, plus le token prend de la valeur. Le Bitcoin, pourquoi il a autant de valeur aujourd'hui ? Parce qu'il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Et c'est vrai pour plein d'autres projets. Alors, ça, c'est la carte de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée. Ce sont toutes les associations qui rendent des services financiers. On vient de voir une association qui rendait un service autre qu'un service financier. Et encore, on pourrait considérer que c'est un fonds d'investissement, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de fonds qui se créent comme ça. Il y a plein de partis politiques et d'associations. Je pense que dans le futur, on va en voir de plus en plus, parce que ça permet c'est un médium d'organisation extrêmement efficace dans le monde digital dans lequel on entre, très clairement. Et donc ça, c'est la carte de la finance décentralisée. C'est-à-dire, vous voyez, tous les petits logos, vous voyez, ce sont des associations qui, généralement, pour la plupart, ont pour vocation, pour service de louer leur blockchain. En gros, ce sont des administrateurs de fonds, si vous voulez, qui permettent à des projets d'aller proposer des services financiers. Et donc, vous voyez, c'est déjà un maillage énorme. En fait, ça va extrêmement vite, parce que tous ces projets sont open source. Donc, c'est-à-dire que le code de tous ces projets, qui sont des lignes de code, c'est que des lignes de code, sont disponibles librement sur Internet. Donc, tout le monde s'en inspire, tout le monde les hack aussi. Donc, il y a énormément de hacks.
tout le monde les améliore, et donc on a beaucoup de gens qui prennent ces codes et qui les améliorent en permanence. Ça va extrêmement vite. D'ailleurs, cette carte date de l'année dernière, elle est déjà plus à jour. Ça va extrêmement vite. Et donc tous ces écosystèmes, ça me rappelle un peu le début d'Internet, si vous voulez, parce que tous ces écosystèmes ne sont pas encore tous compatibles, ils le sont de plus en plus. On a des protocoles, un peu comme TCP/IP au début d'Internet, qui sont en train d'apparaître et qui vont rendre tous ces protocoles compatibles. Et donc on va sans doute assister dans un futur très proche à un effet de réseau assez important. Juste pour vous montrer sur les 2 prochains slides à quoi ça ressemble concrètement. Concrètement, c'est quoi ? C'est juste une page web. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un DEX, donc un Decentralized Exchange. Ça permet d'échanger 2 cryptos l'une avec l'autre, hein, par exemple là des USDT contre des Ethers. Et c'est juste ça, en fait. Vous avez en haut à droite, vous voyez une petite tête de renard, je ne sais pas si vous voyez. Si tu vas sur le slide suivant, en fait, vous cliquez dessus et c'est un wallet, ce qu'on appelle un wallet sur lequel vous conservez vos cryptos, qui vous permet de vous connecter à cette page et qui vous permet d'aller échanger des cryptos avec des pools de liquidités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est que en fait, vous ne voyez pas la différence. Toute cette technologie, vous ne voyez pas la différence derrière. C'est juste une page web qui vous permet de rendre des services financiers. Aujourd'hui, vous avez tous les services financiers disponibles, quasiment. Vous avez des produits dérivés, des options, des futurs, enfin, vous avez tout en fait. Et vous pouvez réaliser des stratégies d'investissement assez complètes, je pense. Alors, évidemment, c'est encore le début, donc il n'y a pas beaucoup de liquidités. Il y en a de plus en plus, mais il y en aura de plus en plus. Ce qui est intéressant, moi j'ai géré un portefeuille assez important dans la finance décentralisée, donc il y a encore beaucoup de risques. On a écrit d'ailleurs un papier scientifique pour gérer le risque, hein, étudier ces protocoles, ces associations, quelles sont leurs failles, tous les critères en fait pour déterminer leur solidité et leur rendement, la régularité de leur rendement. Enfin, c'est une science. Hein, toutes ces associations, elles ont une façon vu qu'elles rendent souvent des services différents, elles ont toutes une façon de générer de la valeur qui est quasiment différente. Donc c'est très difficile. C'est pas des cash flows traditionnels, si vous voulez. C'est une science en soi, et c'est ce qu'on appelle la tokenomie. Et c'est assez passionnant, mais c'est en train d'apparaître. C'est assez passionnant. Donc si on avance, c'est un peu l'introduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, pour moi, c'est une technologie qui n'est ni bonne ni mauvaise. En ce moment, elle est très orientée finance sur les services financiers, et c'est logique, ça ne me paraît pas non plus complètement aberrant. Maintenant, il y a quelques idées sur lesquelles j'aimerais revenir rapidement, notamment celle du terrorisme. Donc, si on reprend très récemment, notamment, si tu vas sur le slide suivant, c'est une petite précision, mais c'est vrai que pour $1 d'argent blanchi en crypto, il y a $800 qui sont blanchis en cash. C'est important de garder. En fait, ce qui est important, c'est de garder les proportions, parce que souvent, ce qu'on va voir juste après, c'est que les cryptos, c'est tout petit en fait. C'est encore tout petit. Et donc, mais ce qu'il faut comprendre sur la partie financement du terrorisme, si tu vas sur les slides suivants, non seulement, donc oui, effectivement, c'est décroissant. Parce que les réglementations arrivent partout. La France a été pionnière et d'ailleurs, l'AMF a été particulièrement, je trouve, en tout cas, au fait, et elle a accompagné les projets. Moi, j'ai eu 2 PSAN, j'ai vraiment obtenu 2 PSAN, donc on a été accompagné par l'AMF de manière franchement très professionnelle et surtout sans brider la création. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Là, maintenant, on a MiCA qui arrive aux États-Unis, en Europe. Et MiCA, c'est les choses sérieuses qui commencent. En fait, c'est un peu l'équivalent des réglementations qu'on peut trouver pour les prestataires de services d'investissement, si vous voulez. Il y a des exigences de fonds propres. Alors, les réglementations actuelles, c'est des exigences de KYC, si vous voulez. Faut connaître, on sait d'où vient l'argent. C'est pour ça qu'en fait, c'est là où je veux en venir, excusez-moi, c'est qu'au final, on a de moins en moins de blanchiment parce que, si vous voulez, toutes les portes d'entrée dans cet écosystème sont maintenant cadenassées et réglementées. Si vous voulez, toutes les bourses d'échange, que ce soit Binance, Kraken ou même notre entreprise, on est obligé de savoir exactement d'où vient l'argent. Et ça, tous les process sont bien maîtrisés maintenant. La prochaine étape, c'est d'augmenter les standards. Et ces standards augmentent très fortement à partir de 2025 avec MiCA, donc qui est le règlement européen qui va s'appliquer de manière uniforme sur toute l'Europe.
Juste pour revenir, ça c'est typiquement ce qu'on voit, donc le Wall Street Journal avait fait un article là-dessus en disant voilà, les cryptos ont financé, juste le lendemain si vous voulez des attaques de octobre dernier, les cryptos ont financé l'attaque, quoi. Voilà, ont permis de lever des millions. Si vous regardez, en fait, c'est pas la réalité. Il y a des instituts, donc notamment Chainalysis, qui permettent de déterminer que au final, ils ont levé effectivement 100 000 euros. Alors c'est déjà beaucoup, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Ce qu'il faut juste se voir, c'est que si vous regardez sur le prochain slide, en avril 2023, donc 6 mois avant les attaques, le Hamas avait demandé à tous ses donateurs qui envoyaient des bitcoins d'arrêter de le faire. Pourquoi ? Parce que toutes les autorités, toutes les agences américaines savent suivre les adresses du Bitcoin, en fait, et remonter tous les réseaux de donateurs. Elles allaient arrêter tous les donateurs du Hamas depuis longtemps. Tout le monde croit que le Bitcoin est anonyme, ce n'est pas le cas. Le Bitcoin n'est pas anonyme. Alors, il est effectivement votre adresse, si vous voulez, la façon dont on vous identifie sur le réseau, c'est une série d'hexadécimales, donc c'est voilà, une série de chiffres et de lettres. Mais très rapidement, très facilement, avec des adresses IP, on peut faire des liens et surtout démanteler des réseaux entiers. Parce que une fois que vous avez une adresse et que vous avez réussi à identifier quelqu'un avec cette adresse, vous pouvez remonter. Toutes les transactions sont reliées jusqu'à la première transaction d'il y a 15 ans. Et on peut remonter et démanteler des réseaux entiers. Donc, en fait, les cryptos sont un très, très mauvais moyen, et ça, toutes les organisations terroristes l'ont très bien compris, sont un très, très mauvais moyen de lever de l'argent, parce qu'elles sont démantelées. Donc voilà, c'est important de noter ça, c'est que maintenant, elles ne le font plus, en fait, du tout. Autre point important, est-ce que les cryptos présentent un risque systémique pour la finance traditionnelle, pour nous ? C'est pas un truc que j'invente, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on voit, si tu vas sur le slide suivant, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Donc voilà, le Bitcoin devient un danger pour la stabilité du système monétaire. Et ça, c'est pas juste Le Monde qui le dit. On le voit très bien. Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, le dit régulièrement. Et donc là, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que ça remet les choses à leur place, je trouve. Je ne sais pas si vous connaissez cette page, mais donc ça date de 2022. Ce sont les money and market, et en fait, ça permet avec des petits carrés. Chaque petit carré, vous voyez, c'est 100 milliards de dollars. Là, ils avaient fait un clin d'œil à Sam Bankman-Fried, qui est le créateur de FTX, vous savez, la bourse d'échange, vous avez tous entendu parler, qui est en prison maintenant pour 25 ans. Et donc, il avait 100 milliards au plus haut de sa fortune. Si tu vas sur les autres slides, ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que voyez, les cryptos représentent... Alors là, on est en 2022, en bas du marché. On était autour de 700 milliards. Donc là, maintenant, ça a été multiplié par 2, en gros. On est autour d'1 milliard 1000 milliards, pardon. Donc là, on est à 1200 milliards actuellement. Vous voyez, mais donc ça représente en gros 6, on a 12 carrés, quoi. Okay, et si tu vas sur les slides suivants, donc ça nous donne aussi l'or, vous voyez, par rapport à la market cap de l'or, c'est quand même, on s'en rapproche. Elle est plus grosse déjà que celle de l'argent, par exemple, celle des cryptos. Et si vous allez sur ça, c'est celle des produits dérivés. Et tu peux aller sur les slides suivants, en fait, parce qu'en fait, il y a 5 slides comme ça. Alors, quand on me dit, je sais pas, mais quand on me dit que les cryptos représentent un risque systémique pour le marché, je veux bien, mais je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Les produits dérivés potentiellement, c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett et d'autres, mais les cryptos ne peuvent pas représenter un risque systémique pour le marché financier, tout simplement parce que c'est un tout petit marché en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi volatile. Si vous voulez, c'est des marchés très peu profonds. Avec 1000 bitcoins, on fait bouger le cours. Donc c'est ça la réalité. Donc une fois de plus, je pense qu'il faut remettre les choses là où elles sont. Si vous voulez, les cryptos ne représentent pas un risque systémique pour nos États, clairement pas. Est-ce que les cryptos polluent énormément ? Je pense que, alors là c'est indéniable, le Bitcoin, de par son mécanisme d'administration, je pourrais rentrer dans les détails, mais on ne va pas le faire ici, j'ai promis, je ne ferai pas de termes techniques, mais
il a un mécanisme d'administration qui consomme énormément d'énergie, mais qui le sécurise. Donc il n'a jamais été aussi sécurisé, mais il n'a jamais consommé autant d'énergie qu'aujourd'hui. Il y a 3 points que je voudrais évoquer sur la notion de la pollution, qui est un vaste sujet, hein, évidemment, que je ne nie pas. Hein. Il y a une énorme consommation. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas pour juste faire tourner une monnaie, enfin en tout cas une crypto, je suis pas sûr. Ce qui est intéressant de noter, d'une part, c'est que le Bitcoin, c'est un dinosaure. C'est que l'immense majorité des blockchains qui sont apparues après polluent pas, polluent zéro, du tout. Les technologies qui sont apparues après, le proof of stake notamment, ne polluent pas, zéro. Donc, on l'a bien vu avec Ethereum l'année dernière, qui est passé du proof of work au proof of stake, sa consommation a été diminuée de 99,9%. Donc, ces écosystèmes, l'immense majorité aujourd'hui ne polluent pas du tout. On peut tout à fait avoir un portefeuille de crypto qui pollue zéro. Ensuite, on a, pour le Bitcoin, en gros, actuellement, il y a 60%, si vous voulez, d'électricité qui est utilisée pour alimenter ce réseau, qui est en énergie renouvelable. Ça ne justifie rien, mais voilà, ça reste une consommation d'énergie qui est trop importante. Et enfin, bon, après, il y a aussi une possibilité d'utiliser le Bitcoin pour aller, par exemple, quand vous avez des centrales d'extraction, par exemple, de gaz dans des endroits très remote, au lieu de libérer le gaz que vous ne pouvez pas envoyer dans les réseaux, vous l'utilisez pour aller miner du Bitcoin et ça permet, bon, notamment en Afrique, par exemple, de financer des régions entières et d'aller faire construire d'autres infrastructures plus écologiques. Alors, voilà, il y a cette mise en œuvre aussi. Je pense que c'est 3 points à prendre en considération sur ce sujet. Mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que le Bitcoin est un dinosaure et que, à mon sens, il ne pourra jamais changer, enfin, devenir non polluant. C'est impossible, je ne pense pas. C'est trop compliqué. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, voilà, on peut tout à fait utiliser des cryptos sans polluer. Alors, est-il trop tard pour investir ? Je vais juste vous montrer un peu comment fonctionne. C'est un actif comme un autre, en fait, les cryptos, le Bitcoin en particulier. Et c'est un marché très cyclique, sauf que ce sont des cycles courts qui sont drivés par ce qu'on appelle des halvings. En gros, tous les 4 ans, le nombre des bitcoins qui sont mis en circulation est divisé par 2. Donc, vous voyez, c'est les 4 cycles qu'on a là. C'est d'ailleurs d'une précision assez impressionnante, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi une science, enfin, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on arrive à extraire de la blockchain parce qu'elle est publique, donc beaucoup de données qui nous permettent de comparer le fonctionnement de la blockchain, la façon dont le réseau se comporte d'un cycle à l'autre, et donc ça permet vraiment d'anticiper les hauts et les bas, de manière, si vous suivez les cycles, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose de... Pour le moment, en tout cas, et les cycles se répètent, on est à la moitié, a priori, du cycle haussier, pour le moment. On a déjà eu une bonne partie du cycle haussier. Maintenant, à déterminer. Sachant que si tu vas sur le slide suivant, non, en fait, le suivant, s'il te plaît, voilà, on a effectivement des multiplicateurs qui sont de moins en moins importants à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure aussi que cette technologie s'institutionnalise. On a, si vous voulez, voyez, le multiplicateur n'est plus le même. Au début, vous faisiez 1 fois 1000, maintenant vous faites 1 fois 10, mais bon, initialement vous passiez de 0 à 10, maintenant vous passez de 0, enfin on était descendu à 15, on va potentiellement repasser à 150, enfin, si les cycles se répètent, c'est ce qui nous attend. Donc voilà, c'est quand même assez prévisible, c'est ça qui est étonnant, mais c'est dû au programme, au code source initial, hein. C'était prévu dans le code initial, le halving, donc le fait que tous les 210 000 blocs, en fait, tous les 4 ans, le nombre des bitcoins soit divisé par 2, et donc initialement, historiquement, ça a engendré des effets de rareté assez forts, donc ça a impacté en gros l'offre, et ça a entraîné des forts marchés haussiers. Le dernier halving était en mai 2024. Et pour le moment, ça tient ses promesses. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a eu quand même pas mal de... Si vous voulez, une fois de plus, je ne voudrais pas dire de la désinformation. Je pense que c'est important d'être prudent aussi parce qu'il y a énormément de projets. Il y a beaucoup de gens qui sont
voilà, qui veulent tirer profit de la crédulité des gens, et ça, c'est très très clair. Et c'est d'ailleurs pour ça que les banques n'ont pas voulu y aller initialement, parce qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire, et que c'est quelque chose qu'on comprend tout à fait. Maintenant, derrière, il y a des investissements importants qui sont en train d'être faits dans cet écosystème. Et ce qu'il faut voir, et ce qui est important à mon sens de voir, alors sur les prochains slides, justement, je parle de ces différents investissements. Quand même, JP Morgan, ils utilisent les cryptos, si vous voulez. Ils utilisent alors le JPM Coin, ils ont aussi une plateforme qui s'appelle Onyx. Et donc, voilà, ils transfèrent des milliards tous les jours. Bon, vous avez tous entendu parler de l'ETF de BlackRock. Ce qui est intéressant de noter, je pense, c'est que d'un côté, vous avez les cryptos, donc Bitcoin, Ethereum et toutes les cryptos dont on entend parler. Et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle la tokenisation, qui est, selon moi, le prochain game changer, en fait. Et c'est ce que disait la CEO de Franklin Templeton. Si tu vas sur le prochain slide, non mais ça on peut passer. Voilà, c'est ce que disait voilà, la CEO de Franklin Templeton lors du, je crois que c'était au World Economic Forum. En fait, ce qu'elle disait, c'est que les cryptos, pour eux, l'ETF sur Bitcoin, c'est un amuse-bouche en fait. C'est pas là le vrai enjeu. Il n'est pas là pour, je pense, en tout cas pour la finance actuelle. C'est la tokenisation, puisque c'est de la titrisation en fait sous stéroïdes. En fait, c'est ce qui est dit, parce que alors une fois de plus, les cryptos inventent rien. Hein, la titrisation existait avant les cryptos, mais là, ça permet d'échanger encore plus rapidement, si vous voulez. Ça permet de tokeniser, de titrer n'importe quoi et de les échanger encore plus rapidement, parce que ce sont des réseaux, ce sont des associations, une fois de plus, de banques organisées et qui leur permet d'échanger instantanément et sans back-office en fait. Donc, je pense que la grande prochaine étape, ça va être ça. Ça va être la mise en place de ces réseaux qui existent déjà, si tu vas sur les prochains slides. Donc ça, c'est le premier fonds tokenisé de BlackRock, mais ça arrive en ce moment très rapidement. La Bourse de Londres a annoncé qu'elle allait commencer à lister des actifs tokenisés. UBS aussi s'y met, la Société Générale s'y met aussi. Mais ça, ce sont les plateformes qui sont en train d'être mises en place. Donc vous avez, là ça c'est Canton, si vous regardez les noms, il y a déjà pas mal de banques, pas que, mais il y a beaucoup de banques. Et il y a surtout, en fait, il y a d'autres. Voilà, il y a Corda aussi. Vous avez, si tu vas, alors Onyx, hein, donc la plateforme de JP Morgan, et aussi XRP Ledger. Ce sont en gros les 4 grosses plateformes qui d'ailleurs utilisent beaucoup de ce qui a été créé dans la finance décentralisée depuis 15 ans, enfin depuis 10 ans, si vous voulez. C'est assez intéressant de voir qu'ils sont en train de reprendre tout ce qui a été créé de manière open source. Pour le reproduire sur ces plateformes-là. Alors, je parle des pools de liquidité essentiellement, qui est le mécanisme utilisé dans la finance décentralisée aujourd'hui. Et c'est super, enfin, c'est intéressant de voir que c'est en train de se mettre en place sous nos yeux, concrètement. Alors, je ne sais pas si ça va s'imposer, ça va sans doute prendre un peu de temps, mais il y a quand même une véritable... en tout cas, la tokenisation, ça fait longtemps qu'on en parle, mais depuis un an, on voit clairement que c'est en train de se mettre en place, clairement. Donc ça, c'est au niveau des banques traditionnelles. Maintenant, on a aussi au niveau des États que c'est en train de se mettre en place, et ça s'accélère aussi, parce que, si vous voulez, on a toutes les banques centrales en parlent. Si tu regardes, alors, il n'y a pas que la Banque de France, hein, mais la BCE aussi. Tout le monde communique plus ou moins différemment sur le sujet, parce que c'est un sujet sensible. Le fait d'avoir une monnaie programmable. Alors, ce qu'il faut voir en ce moment, c'est que tout ça, c'est disponible sur le site de la Bank of International Settlement, hein, donc la banque centrale des banques centrales en Suisse, qui gère, bon, comme vous le savez, hein, les transferts interbancaires, enfin interbanques centrales. Elle est en ce moment la locomotive de ces projets, très clairement. Si vous allez sur ses pages, sur son site, vous avez, je sais pas, une vingtaine de projets, mais hyper. Ils font des tests, hein, clairement, à grandeur nature, pour mettre en place ces CBDC, aussi bien de manière commerciale que de manière retail. Et c'est des tests grandeur nature. Si vous voyez, alors ça, c'est ce qu'ils appellent ils ont tous des noms à la James Bond. En plus, ça, c'est le projet Icebreaker. Et en fait, vous voyez, là, vous avez donc Israël, je sais jamais, la Finlande ou la Norvège, et la Norvège, je crois. Et comme vous voyez, en fait, vous avez
chaque écosystème, chaque région a sa banque centrale et ses banques commerciales qui seront très probablement, qui émettront les wallets pour garder, pour pouvoir distribuer ces monnaies centrales, ces monnaies numériques de banque centrale à leur clientèle. Et que ces écosystèmes, vous voyez, vont interagir les uns avec les autres à travers donc la BIS, qui va sans doute être un peu la chambre de compensation, si vous voulez, de tous ces écosystèmes. Et en dessous, on a donc, à travers des API, en bas, des connexions vers le monde réel, vers les entreprises, en direct. Et donc, ça va sans doute faire évoluer pas mal de choses, je pense, si ces CBDC sont mises en place. Et à en croire, si on regarde le slide suivant, le fondateur, enfin le directeur de la BIS, il presse, on le voit en permanence faire des interventions dans la presse pour presser, si vous voulez, toutes les différentes régions de mettre en place les corpus réglementaires pour pouvoir mettre ces CBDC en place. Et donc voilà, c'est un vrai sujet. On voit bien qu'aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Ils en parlent beaucoup dans la campagne. Il y a une loi qui est passée la semaine dernière pour interdire à la Fed d'émettre des CBDC. Donc CBDC, Central Bank Digital Currencies. Et c'est un sujet vraiment d'actualité. En Europe, on n'en parle pas encore beaucoup, mais je pense que ça arrivera. Et donc voilà, en fait, c'est un peu ça que je voulais vous montrer, en fait, ce petit voyage dans l'écosystème. En fait, il n'y a pas que le Bitcoin, mais vous voyez que ça touche tous les niveaux, et que je pense que c'est une technologie qui est appelée à se déployer, même si je pense que c'est quand même beaucoup moins important que l'IA, ça reste une technologie qui va se déployer assez rapidement. Et voilà, je vous remercie en tout cas. Bon, moi, j'ai presque tout compris. Donc, si j'ai presque tout compris, c'est certainement que vous avez tout compris. En tout cas, merci Stanislas de ta clarté, de ta pédagogie. Je trouve que c'est un sujet important et ça me semblerait intéressant maintenant de travailler un petit peu, peut-être dans les prochains mois, avec quelques personnes pour essayer de se poser les questions éthiques qui sont liées à ces crypto-monnaies. Il y en a certainement, et ce serait bien de les identifier, de savoir comment y répondre, justement pour aller un petit peu plus loin, une fois qu'on a un peu compris ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Ça a été assez clair. Maintenant, il y a quand même des questions qui se posent de manière plus éthique, donc on va essayer de monter quelque chose pour aller de l'avant sur le sujet. Donc merci infiniment Stanislas, tu vas rester là, puisque je vais inviter maintenant Guillaume Descourtis à venir sur scène et te rejoindre. Vous savez, chers amis, qu'en juillet 2022, l'association Ora et Labora a publié un livre intitulé « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». On a été présenté lors de notre première journée de la finance intégrale. Cet ouvrage qui a été rédigé par une quinzaine, j'allais dire de jeunes professionnels, mais le temps passe, donc ils sont de moins en moins jeunes, encadrés par don Jean-Rémy Lanavert et moi-même. Et dès la publication de cet ouvrage, nous avons voulu transformer ce livre en un parcours de formation à la finance intégrale à destination des professionnels de la finance, de l'investissement. On nous avait déjà parlé l'an dernier, et j'aimerais laisser la parole maintenant à Stanislas Quentin et à Guillaume Descourtis pour nous partager où en est ce projet, comment il se développe, quelles sont les perspectives que nous avons devant nous pour ce parcours de formation à la finance intégrale. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Effectivement, le parcours a maintenant 3 ans. Enfin, nous rentrons dans sa 3e année.
après la publication de l'ouvrage sur la vocation de l'investisseur. Beaucoup de membres ici dans la salle sont des alumni, donc nous allons évoquer le développement de ce parcours avec une intervention de 2 représentants des alumni, et nous lançons également le parcours l'année prochaine en 2 sessions qui vont être à Paris, mais dans le prolongement, nous l'espérons également, en province, et il est également déjà lancé à Luxembourg. Donc, en quoi consiste ce parcours ? Concrètement, c'est un temps où approfondir dans un nombre de séances limité, de 5 séances de travail, une 6e de restitution, donc dans un temps limité, un peu l'ensemble des sujets que nous avons traversés aujourd'hui, mais pour former nous tous, individus, là où nous sommes, nous amener à nous poser les questions de comment nous pratiquons notre métier comme investisseurs, comme professionnels de la finance. La notion d'investisseur n'est pas liée à « je gère 10 millions, 10 milliards, 100 milliards ». La notion d'investisseur est liée au « j'ai un moyen », l'argent, nous l'avons appelé de multiples façons aujourd'hui, et ce moyen me permet, de par la décision que j'ai, de lui donner un sens. Et comment sommes-nous vis-à-vis de ce sens ? Et tout l'objet de ce parcours, réside dans la réflexion, et donc dans former notre corpus, notre colonne vertébrale, pour être le plus au service de l'homme et de tout l'homme. Une phrase que nous aurons beaucoup entendue aujourd'hui. Donc le parcours concrètement, comment se déroule-t-il, Non mais vas-y, moi je ferai la partie, je décrirai peut-être une séance type. Alors, comment se déroule-t-il ? Il se déroule en 5 étapes qui correspondent à autant de séances. Pour aborder dans un premier temps les défis de la finance contemporaine, sur la notion ensuite, en quoi consiste le fait d'investir ? Comment est-ce qu'on peut considérer que nous réalisons un investissement dans une dimension intégrale, au même titre que l'on peut parler d'écologie intégrale, nous pouvons parler d'investissement intégral. Les ressorts sont très proches. Ensuite, bien sûr, nous sommes appelés à nous convertir, tous les uns et les autres, et à être en action dans ce que nous faisons, là où nous sommes. Et pour ça, ça implique d'être fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire des catholiques engagés et actifs, et d'avoir une spiritualité qui est une espèce de catchword, mais qui recouvre vraiment la notion de ancrer dans notre foi, et c'est ce que nous avons vu précédemment, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'impact, du vrai impact, celui qui va nous permettre d'être innovants, celui qui va nous permettre de transformer le monde dans lequel nous sommes. Et donc, les séances. Et donc, initialement, l'idée c'était de le faire un peu sous le format du parcours Zaché. On trouvait que c'était un parcours vraiment très intéressant. Donc, l'idée c'était de se retrouver. On est une quinzaine par groupe. Donc là, cette année, on va faire 3-4 groupes maintenant. On est 12 formateurs. Vous voyez, tous les ans, ça grossit. Et l'idée, c'est de se retrouver en petits groupes de 15 avec 3 sous-groupes de 5. Et on se retrouve, on parle des thèmes qui viennent d'être évoqués. Ensuite, on prend un temps de réflexion en groupe, donc en sous-groupe, c'est toujours le même, dans lequel on discute de la manière dont concrètement on va pouvoir appliquer ce qu'on vient de se dire dans nos vies de tous les jours. Et donc, on le partage avec les autres. C'est un moment vraiment de réflexion, d'échange. Ensuite, on a restitution. On échange avec le reste du groupe. Et on parle, on dit ce qu'on a envie de faire pour la semaine d'après, par exemple. Enfin, après, on a l'intervention généralement de quelqu'un d'extérieur qui a un regard différent, mais qui a généralement d'expérience et qui peut partager son expérience. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée. Donc ça termine par une prière et un apéro. L'idée, c'est quand même d'être ensemble,
de se retrouver, de créer un réseau aussi. Faut pas, on a un réseau d'alumni, on a justement de personnes qui vont venir nous en parler dans 2 secondes. Et donc, Édouard, si tu peux nous donner le dernier slide, si vous voulez nous retrouver. Vous avez ce QR code, vous pouvez le scanner avec votre appareil photo, et il suffit après de rentrer votre nom et votre email. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un email à finance.intégral@gmail.com. N'hésitez pas à faire signe à vos proches. On est dans la phase de recrutement de la promotion 2024-2025. On a un groupe dans le 16e, dans le 17e à Courbevoie et un au Luxembourg. L'idée, c'est de le déployer le plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vais laisser la parole à Pascal André. Tu veux... Non, et donc, pour illustrer tout cela, nous allons faire monter sur scène Antoine et Inès qui ont participé au parcours cette année et qui vont nous partager pourquoi ils sont venus et ce qu'ils en ont retiré. Bonsoir à tous. C'est bon, on m'entend bien ? Du coup, voilà, on est là pour vous témoigner un petit peu de notre expérience suite à notre participation à ce parcours de formation en finance intégrale. Pour vous recontextualiser un petit peu, parce que je pense que c'est de l'importance et j'espère que ça parlera à certaines personnes d'entre vous. Lorsque je me suis engagée, je traversais une crise un peu professionnelle, existentielle, dans le sens où je venais d'accueillir mon 2e enfant. Et c'était le moment où je devais un petit peu m'arracher à mon foyer et au sens qui m'animait quotidiennement, étant au service de mes enfants et de ma famille, pour retrouver mon tablier de travail et retourner au travail chez Amundi. Et j'avoue que j'avais quand même l'impression que le sens de ma vie allait se dégrader. Et je me suis du coup un petit peu questionnée sur la cohérence que je pouvais retrouver au travail, en finance, avec ces aspirations et cette foi qui avait été réellement affermie par la maternité et l'expérience de vie à la maison. Donc quand j'ai commencé le parcours, plutôt je vais vous dire ce que j'en ai retiré en 3 points. D'abord, ça m'a aidé à renforcer ma foi, parce que j'ai retrouvé, du coup, comme je vous disais, de la cohérence dans toutes les dimensions de mon être, et j'ai compris qu'il était possible de déverser mes croyances et ce qui m'animait profondément dans le champ professionnel. Et disons qu'il y a un barrage en fait qui est tombé à ce moment-là, et j'ai compris que j'étais pas obligée d'attendre le soir d'être à la maison pour réanimer cette foi, mais que en fait du matin au soir, Dieu m'accompagnait et il était aussi là au travail. Le deuxième point, c'est que ça a ravivé mon espérance, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas isolée dans ces questionnements, mais que j'ai rencontré des frères et des sœurs qui partageaient ces mêmes interrogations et qui avaient cette même énergie à vouloir vivre leur spiritualité, leur foi dans leur vie professionnelle. Tout le monde n'était pas, je crois, on ne se l'est pas dit aussi ouvertement que ça, mais je pense que tout le monde n'était pas chrétiens, catholiques, pratiquants. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, je pense, avaient juste des questionnements sur la place du bien en finance et qui sont venus par curiosité pour essayer d'approfondir un petit peu plus ce sujet. Enfin, ce parcours m'a aidé à activer ma charité au travail, parce que je suis persuadée que la connaissance tire de l'esclavage. Pour ma part, la connaissance sur la place du bien en finance, forte des compétences acquises par ce parcours, a libéré ma parole au travail, a vraiment intensifié mes pauses café, et en fait je me suis sentie beaucoup plus libre de parler de ma foi au travail, mais également d'écouter les convictions de mes collègues, et je crois en cela que j'ai du coup amélioré ma capacité à évangéliser grâce à différents contenus qui nous ont été partagés. Et je voudrais terminer peut-être en vous indiquant 3 types d'ouvrages qui me semblent capitales, en tout cas qui m'ont vraiment intellectuellement beaucoup nourri cette année. Bien évidemment, je commencerai par la lecture des évangiles.
qui, du coup, sont un petit peu discutés pendant ces parcours de formation, notamment lors du temps de prière. Ensuite, les cahiers pro persona, d'une richesse inépuisable pour alimenter les réflexions de chacun. Et dès demain, le guide pratique de l'investisseur intégral. En tout cas, voilà, il y a des ressources qui existent. Et peut-être un dernier truc, si vous vous sentez trop jeune pour participer à ce parcours, j'aurais envie de vous dire que c'est au contraire le bon moment pour partir sur de bonnes rails et vous rendre compte très très tôt que vous pouvez rester chrétien au travail, en finance et allier ces deux spectres de votre personnalité. Au contraire, si vous vous sentez trop vieux, je vous dirais que déjà, normalement, vous avez un peu plus de temps au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une soirée par mois. Je pense que ça se trouve et l'engagement porte ses fruits. Ensuite, je vous demanderai de venir nous partager votre expérience. Il n'est jamais trop tard pour travailler pour son salut ou pour celui de son prochain. Donc, normalement, vous êtes riche de toute une vie professionnelle. Alors, venez nous la partager. Et j'espère que la jeunesse aura, elle aussi, quelque chose à vous transmettre à l'issue de ce parcours. Je vais essayer d'être court. Moi, quand j'ai décidé que le Christ, c'était le chemin, la vérité, la vie, j'ai été libre de faire ce choix-là. Je l'ai fait à un moment donné et j'ai eu 1 milliard de questions. Je ne sais pas si vous avez... peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait ce choix-là aussi en cours de route, comme moi. Et il y a 1 milliard de questions qui viennent à l'esprit. On a envie de lire, on a envie d'écrire, on a envie de parler, etc. Alors, de fait, en fait, j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup réfléchi tout seul dans ma tête. Et puis j'ai commencé à lire le catéchisme de l'Église catholique, la vie des saints, et en fait il y avait déjà beaucoup de réponses. Donc là on sait que déjà on arrive sur des bases solides en général, et j'ai décidé de faire confiance à ces bases. C'est un peu ce que vous pouvez faire aussi, je pense, avec La vocation de l'investisseur, ce livre qui est quand même le pilier du parcours. Et vous êtes libre aussi d'avant réfléchir à investir, etc., de vous investir dans ce parcours. Je pense que c'est vraiment clé comme échelle. D'abord investir soi-même dans un parcours, dans de la formation, pour vraiment de nourrir les ambitions qu'on a tous de faire le bien commun. Mais voilà, l'année dernière, moi j'étais sur ce fauteuil-là, il y a eu un QR code, je l'ai flashé, j'ai vu des gens qui ne l'avaient pas flashé, attention, j'espère que ce sont des alumni. Mais du coup, voilà, je me suis dit, en fait c'est cool parce qu'il y a un truc, vraiment, on peut appliquer ça. Cette journée de la finance peut continuer un petit peu et je vais pouvoir continuer à me nourrir de ces choses que j'ai trouvées assez intéressantes dans la journée. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, ce qu'Antoine et Inès vous ont pas dit, c'est qu'ils n'habitent pas Paris. Or, ils ont suivi le parcours à Paris. Cela montre que la géographie, indépendamment des sujets d'âge, jeune ou trop vieux, la géographie n'est pas nécessairement un frein quand l'appétit est là. Donc vous pouvez bien sûr venir nous retrouver pour évoquer le sujet lors des moments qui suivent, les moments de buffet campagnard notamment. Je crois que nous allons conclure sur ça. Mais juste avant ça, parce que cette notion de formation, elle est aussi là pour que nous nous rendions compte que nous ne sommes pas seuls. Là où nous sommes dans nos grandes machines, dans les grandes institutions pour lesquelles nous travaillons, grandes ou moins grandes, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a cette notion de communauté qui est très importante. Vous venez ici peut-être pour la première fois, peut-être pour la deuxième, peut-être pour la troisième, vous revoyez des visages connus, mais c'est bien la même chose dans le réseau, enfin dans ceux qui ont suivi le parcours, et c'est pour ça qu'a été monté le parcours des le groupe des alumni, et Patrice va venir nous en parler. Patrice qui a suivi le parcours la première saison, a été formateur la deuxième, et donc anime maintenant ce parcours des alumni. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai eu le plaisir il y a 3 ans de découvrir la finance intégrale et je me suis senti moins seul, voyant qu'il y avait effectivement autant de personnes qui partageaient des valeurs et qui parfois les cachaient un peu dans le monde professionnel, en tout cas les exprimaient pas autant qu'elles le pouvaient. J'ai trouvé dans la vocation d'investisseur un socle très fort, surtout lorsqu'il était étayé d'encycliques papales. Et
lors des parcours, on s'est rendu compte qu'il y avait une richesse dans le partage. Et nous avons partagé aussi avec non Pascal André une frustration de savoir qu'au moment où le parcours se terminait, eh bien, ces moments de lecture, de réflexion, de partage et de mise en commun de nos capacités de nos réseaux allaient se terminer. Et on s'est rappelé que don Pascal André, lors de la première séance, nous avait dit « Je ne veux surtout pas que le petit livre bleu, la vocation de l'investisseur, soit là pour caler les armoires normandes, mais au contraire que ce soit un livre qui inspire la mise en action. » Et donc Anne-Frédérique Cabassed et moi, donc Anne-Frédérique qui ne peut pas être là ce soir malheureusement, avons proposé nos services à Aura et Labora pour devenir désormais donc les organisateurs de la communauté des alumni, ce qui va permettre de donner un élan à la fin du parcours. Et donc ça va se traduire de manière très concrète par le fait que nous allons nous retrouver le 14 juin au sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, en Normandie, une vingtaine de personnes pour une journée qui sera un mix entre spiritualité, réflexion et partage, et création de liens encore un peu plus forts entre les membres de chaque groupe et entre les groupes. Donc si nous sommes 20 après 2 années, je pense que nous serons 40 ou 50 l'année prochaine, 100 dans 3 ans et 1000 dans 10 ans. Donc c'est le début aujourd'hui sans doute de quelque chose de vraiment important. Enfin, aujourd'hui, il y a 3 ans quand il y a eu la première journée de la finance intégrale. Donc, scannez le QR code, venez nous rejoindre pour les formations et vous verrez ainsi qu'au-delà de cette journée qui est vraiment importante à la fois intellectuellement, spirituellement, il y a toute une vie communautaire qui va se créer autour de la finance intégrale. Merci infiniment à Stanislas, à Guillaume, à Patrice, à Antoine, à Inès, à Anne-Frédérique, à tous ceux qui portent ce projet du parcours de formation en finance intégrale. J'avoue que je suis émerveillé par ce qui se passe à travers ce parcours, la motivation de ceux qui participent, au point justement de vouloir continuer au-delà du parcours. Alors, continuer d'abord d'une première manière en devenant formateur, après avoir reçu le parcours, et je pense que ça c'est quelque chose de très très bon. Et une fois qu'on a reçu le parcours, eh bien, on le donne, et quand on l'a reçu et qu'on l'a donné, je pense qu'on l'a acquis. Et ça donne une beaucoup plus grande liberté dans la vie professionnelle. Et on voit que beaucoup de ceux qui ont reçu le parcours, après il y a des questions de disponibilité, de temps, etc., mais beaucoup sont motivés pour devenir formateurs à leur tour, comme Antoine et Inès, qui sont un couple, je ne sais pas si vous avez compris, ils ont les mêmes enfants, ce sont les leurs, et Antoine et Inès, qui pourtant n'habitent pas Paris, vont être formateurs l'automne prochain, et ils vont accompagner un des parcours parisiens. Voilà, donc, et ces parcours sont appelés, il y en a un à Luxembourg mené par Xavier Eudes, il y en aura un, j'espère, à Lyon, à Lille et ailleurs. On va essayer de continuer effectivement à faire en sorte que ce parcours de la finance intégrale puisse prospérer pour justement aider tous ceux qui veulent faire encore mieux leur métier d'investisseur et bien d'avoir tout ce qu'il faut en termes de formation, d'accompagnement pour le faire. Donc ça, c'est un très beau et bravo à tous ceux qui portent ça. Moi, je suis ça d'assez loin, enfin du cœur très près, mais heureusement, c'est porté par d'autres. Donc merci infiniment, vous êtes tous franchement géniaux. Chaque fois que je viens aux réunions de bilan, je trouve ça extraordinaire, ce qui s'est passé dans ces parcours. Et donc ça tient à vos qualités, et surtout, je pense, à la qualité de vos échanges profonds sur ce que vous vivez dans votre vie professionnelle. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur. La solitude est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, de se retrouver à plusieurs pour s'entraider, pour échanger, pour se projeter dans l'avenir, pour améliorer la manière de vivre sa vie professionnelle. Je pense que c'est absolument essentiel, et ce n'est pas réservé à des cathos pieux, je le précise. D'ailleurs, Patrice,
qui a parlé est protestant, il n'est pas catholique, je crois que ça n'a pas changé, Patrice. Voilà. Donc voilà, c'est ouvert, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de montrer qu'on va à la messe le dimanche pour pouvoir participer à ce parcours de formation à la finance intégrale. Tous ceux qui veulent bien faire leur métier de manière éthique, eh bien, sont les bienvenus. Voilà, nous terminons cette deuxième séquence. Je remercie tous ceux qui sont montés sur scène pour cette deuxième séquence. Et puis maintenant, nous sommes attendus, il est l'heure, pour un buffet campagnard qui va nous permettre de reprendre des forces. Merci encore à tous les partenaires. N'hésitez pas à aller les visiter. Captez bien le QR code pour tous ceux qui sont intéressés par le parcours de formation à la finance intégrale. Et nous nous retrouvons à 20h15 dans la salle pour la dernière séquence qui sera la séquence sur la transition écologique juste avec nos invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Voilà. Merci et bon appétit.